Dans ce nouveau numéro, on vous emmène découvrir le patrimoine de Mougins, village médiéval situé entre mer et montagne. Alors s'il est connu dans le monde entier comme étant le lieu de décès de Pablo Picasso, il regorge de trésors artistiques et historiques au détour des rues. Bonjour Mathilde. Bonjour, enchantée et puis bienvenue à Mougins. Merci, vous allez être notre guide pour cette visite dans le village de Mougins. Et vous nous avez donné rendez-vous ici, ça s'appelle la place des Patriotes. Bon, la vue est magnifique ici. C'est ça, effectivement, comme vous l'avez dit, on se trouve sur la place des Patriotes, à peu près 270 mètres d'altitude. Parlez-nous un petit peu de cette sculpture-là qui est juste derrière moi. Alors cette sculpture, à première vue, beaucoup de personnes pensent que c'est un animal, un lion. Mais en fait, si on regarde de plus proche, c'est un homme et il s'agit de Roger Verger. C'était un chef emblématique de la ville de Mougins, puisqu'il a notamment propulsé Mougins au rang de la haute gastronomie. Alors oui, Mougins, donc, qui est bien connu pour sa gastronomie, pour son art. On va d'ailleurs le voir, je pense, un petit peu au détour des rues. Je vous suis. Tout à fait, effectivement, le village de Mougins est médiéval et maintenant, vous allez voir, les ruelles sont occupées par de nombreux artistes avec leurs galeries, leurs ateliers et puis des petites boutiques aussi artisanales. Eh bien, je vous suis, Mathilde. Alors là, sur votre gauche, du coup, on va avoir deux bâtiments, donc l'Oloum qui est aujourd'hui un bar. Autrefois, il faut imaginer que c'était une toute autre ambiance puisque c'était les abattoirs municipaux. Ah oui, là, donc il y avait des abattoirs. Là. Effectivement. Ah oui. Et juste à côté, c'est la galerie actuellement de Serge Renaudier, un de nos artistes. Et c'était autrefois la boutique de l'ancien forgeron du village. Voilà, preuve évidemment que ce village est vraiment médiéval. Tout à fait. Et puis on va voir au cours du village, il y a pas mal d'ambiances entre passé et présent qui vont se coexister ensemble. Donc là, sur votre droite, vous allez voir ce bâtiment qui était maintenant un restaurant et qui était autrefois les anciennes écuries de la ville. Ah oui, c'est pour ça qu'on voit un anneau là. Tout à fait, effectivement, c'est ici que les chevaux étaient donc à l'arrêt. Parce que les chevaux étaient bien évidemment le moyen de transport de l'époque, mais pas que. Pour Mougins, ils avaient également une autre fonction, puisqu'ils faisaient fonctionner les moulins à huile, qui étaient très présents sur la commune, puisqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, les Mouginois vivaient majoritairement de la production d'huile d'olive. Et donc ces moulins à huile étaient même surnommés les moulins à sang, puisqu'ils fonctionnaient avec la force animale des chevaux. En continuant au niveau de cette place du commandant Lamy, on va découvrir donc sur notre droite une impasse, l'impasse du Valat. C'était donc ici que se trouvait justement l'un des nombreux moulins à huile qui étaient présents sur la commune. Donc là, il n'est plus du tout. Effectivement, j'allais dire, vous allez pouvoir le constater par vous-même, on ne va plus du tout rien voir. Il a été remplacé par des appartements. Mais pour la petite anecdote, c'est dans l'un de ces appartements qu'a vécu Christian Dior quand il est venu séjourner à Mougins. Et dans un tout autre registre, donc le bâtiment qui se trouve juste en face de nous, qui est un restaurant également aujourd'hui, était autrefois au XVe siècle le tribunal de la ville de Mougins, où tous les habitants de Mougins étaient jugés. Donc ce bâtiment là juste en face de nous, donc c'est le tribunal. Effectivement. Alors on se trouve toujours sur la place du commandant Lamy, devant cette sublime fontaine. Donc cette fontaine, elle a été installée en 1894, donc il y a très longtemps. Ce qui est intéressant à notifier par rapport à cette fontaine, c'est qu'elle a été donnée par Maître Giraud, qui était un notaire de Mougins, et le grand-père du commandant Lamy, qui a donné le nom à cette place. Et elle est représentée à sa hauteur et à la sculpture de la déesse romaine Cérès, qui promettait aux habitants des récoltes fructueuses. Alors là, je vous propose d'arpenter la rue de l'église pour nous rendre à l'église Saint-Jacques-le-Majeur qui date du XIe siècle et qui a été agrandie par la suite au XVIIIe et XIXe siècle. Pourquoi le nom Saint-Jacques-le-Majeur? Est-ce que vous savez? C'était par rapport au Saint Saint-Jacques et cette église était sur le chemin initialement de Saint-Jacques de Compostelle autrefois, puisqu'il y avait un hospice juste en contrebas de l'église. Donc voilà, c'est en honneur à Saint-Jacques. Ah oui, on voit bien là, la démarcation, là, ce que vous disiez justement, que ça a été fait en plusieurs fois finalement. Effectivement Aurélie, donc toute cette partie à droite a été rajoutée au XVIIIe, XIXe siècle. Un autre indice qui nous permet de stipuler que cette partie a été rajoutée, c'est le fait que la porte dans une église, elle est toujours centrale. Et là, cette partie montre bien que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, ouais.
Donc c'est important d'aller la visiter, j'incite les gens à y rentrer, mais ce qui est le plus intéressant et le clou du spectacle, ça va être vraiment la montée au clocher qui se trouve juste derrière et je vous invite à y aller avec moi, pourquoi pas à découvrir D'accord, on peut monter tout en haut alors. Oui, tout à fait. Ah, vous attisez ma curiosité. Ce sera le point le plus haut du village d'ailleurs, puisque quand on est là-haut, on se trouve à 300 mètres d'altitude. Alors Aurélie, je vous préviens, l'ascension se mérite puisqu'il y a d'abord 40 marches d'escalier en colimaçon suivies de 3 échelles de meunier. Ah, des échelles carrément. Oui, ça se mérite. Alors c'est vrai qu'après cette ascension un petit peu cardio, la vie quand même en vaut la peine. Hein. Ah oui, j'avoue. C'est magnifique. Hop, je referme la porte. On a une belle vue à 360 degrés, donc sur Cannes et ses îles de Lérins, sur les montagnes de l'Estérel, et puis sur les magnifiques préalpes, enneigées aujourd'hui en plus. Et puis ce magnifique clocher, qui date de quand? Est-ce qu'il est plus ancien que l'église? Oui, tout à fait. Il a été construit un tout petit peu avant l'église, fin 10e siècle, début 11e siècle. Puis comme l'église, il a été surélevé ensuite au 18e et 19e siècle, avant d'atteindre la hauteur de 30 mètres de hauteur. Et comme je le disais au tout début, à peu près, on se trouve actuellement à 300 mètres d'altitude au-dessus de la mer. On est vraiment privilégiés en étant ici. Est-ce que les gens peuvent monter aussi à ce clocher comme nous, comme moi? Alors le public peut monter au clocher, effectivement, c'est une expérience proposée par l'Office de tourisme durant les beaux jours, généralement d'avril à septembre, ou quand on est chanceux, même jusqu'à octobre, puisque la région le permet. Après, c'est vrai qu'il y a des conditions. On ne peut pas prendre plus de 15 personnes. Oui, j'allais dire, oui, il n'y a pas énormément de place en haut. Effectivement. Est-ce que c'est la seule église de Mougins? Alors ça va être la seule église à proprement parler, mais après la commune de Mougins compte 2 autres chapelles. La chapelle Saint-Barthélemy, qui va se situer plus de ce côté-là de la ville de Mougins, et la chapelle Notre-Dame-de-Vie, qu'on peut deviner au-delà des cyprès juste en face de nous. Nous sommes à quelques kilomètres du village de Mougins, à la chapelle Notre-Dame-de-Vie, une chapelle d'ailleurs qui est située juste à côté, la dernière résidence de Picasso. On est d'ailleurs ici sur un site classé. Bonjour Eric. Bonjour. Vous êtes le guide pour cette chapelle. Oui, tout à fait. Je le disais, on est sur un site classé. Je crois qu'il y a même les cyprès qu'on voit qui sont classés. Expliquez-nous. Alors les cyprès sont classés, oui, parce qu'ils ont 500 ans, plus de 500 ans pour certains cyprès. Et le cyprès a une particularité, c'est qu'il borde souvent les allées des cimetières ou des lieux comme ça, parce que c'est une tradition et puis parce que c'est un arbre imputrescible. Donc, la chapelle en elle-même, elle a été construite au XIIe siècle. Alors le clocher date du XIIIe. Il y a eu plusieurs constructions. Il y a eu plusieurs. Avant, il y avait les Romains ici. Donc il y avait de l'eau, donc il y avait les Romains. Et après la chapelle, oui, le clocher XIIIe siècle. Ça a commencé petit à petit et puis après ça a évolué, c'est devenu une chapelle à partir du XVIe siècle, on va dire XVIe, XVIIe siècle. Parce qu'après je crois qu'il y a une reconstruction aussi aux alentours du XVIIe siècle. Voilà, tout à fait, tout à fait. C'était pour la réforme, parce qu'il y avait les guerres de religion, donc l'Église a fait la contre-réforme, donc ils ont recommencé à reprendre le pas sur les religions, quoi. Alors cette chapelle, elle avait une fonction un petit peu particulière à une certaine époque. Je vous propose qu'on aille peut-être à l'intérieur pour en parler. D'accord. Je vous suis. Alors parlons un petit peu, Eric, de l'histoire de cette chapelle. Alors forcément, une chapelle, c'est un lieu de prière. Mais elle avait une fonction un petit peu particulière à une certaine époque, cette chapelle. Oui, c'est une chapelle à répit. Alors le répit, la cérémonie du répit, c'est les enfants morts-nés. On amenait les enfants dans la chapelle, on les posait sur l'autel et on attendait un souffle de vie. Donc, et une fois qu'on avait ce souffle de vie, alors ça pouvait être des larmes, ça pouvait être un gaz, ça pouvait être... on baptisait l'enfant. L'enfant était baptisé, il pouvait donc monter directement au paradis, à la droite de Dieu. Ça, c'était à quelle époque? Enfin, ça s'est fait de quelle année à quelle année à peu près? Alors, ça a commencé vers le XVIe, XVIIe siècle, même un petit peu avant.
Et ça a perduré jusqu'en 1932. Ah oui, donc tard quand même, voilà, au cours du XXe siècle. Ce que je remarque, Eric, dans cette chapelle, il y a beaucoup, c'est des ex-voto. Oui, ce sont des ex-voto. Sur les murs. Oui. Pourquoi il y en a autant? Eh bien parce que je pense qu'il y a beaucoup de prières qui ont été exaucées. Voilà, les gens venaient prier et pour que leur prière soit exaucée, prière entendue veut exaucer. Et on remercie Notre-Dame, surtout la Vierge Marie, quoi. Et puis il y a de toutes les années, là, voilà, ça, oui, 1940, mais il y a 1940, même bien avant. Alors c'est souvent des mamans qui venaient pour prier pour leur enfant, qui sortent de la guerre vivants. Voilà, il y a plein de choses. Hein. C'est souvent des cas de vie. Et puis c'est un pan d'histoire, quoi. Cette chapelle, elle fait partie intégrante du patrimoine de Mougins, ça on peut le dire. Hein. Oui. Il y a aussi des grands noms, des grands hommes qui sont venus. Alors on a parlé il y avait Picasso forcément qui habitait juste à côté, mais il y a eu d'autres personnalités aussi qui sont venues. Il y a eu Sir Winston Churchill qui habitait donc la maison de M. Picasso appartenait avant à la famille Guinness. Donc la bière Guinness. Hein. Et Winston Churchill était très ami avec la famille Guinness, comme on peut le penser. Et il venait peindre la chapelle. Oui, il s'installait tout en bas, là-bas, avec son Stenson, sa bouteille d'eau gazeuse, son whisky. C'est un lieu aussi qui est mis en valeur avec un festival aussi tous les étés, je crois. Oui, tous les étés. Donc il y a le festival de musique classique qui a lieu tous les ans. Donc là, le prochain, ça sera au mois de juillet. Merci en tout cas, Eric, pour cette visite. Merci à vous. Merci. Pardonnez-moi Mathilde, je vous ai abandonné quelques instants. C'est vrai que vous m'avez parlé de cette chapelle Notre-Dame de Vie quand on était tout à l'heure en haut du clocher. C'est vrai que c'est un magnifique endroit, très apaisant. Merci en tout cas de m'en avoir parlé. Alors là, vous m'avez donné rendez-vous ici sur cette place des Mûriers. Elle a une histoire, j'imagine. Effectivement, comme son nom l'indique, c'était ici que se trouvaient des arbres mûriers. Et c'était donc ici que les femmes du village venaient élever un élevage de vers à soie pour gagner un peu d'argent de poche en fait. Et ça c'était à quelle période Plutôt 17e, 18e siècle, toujours dans cet esprit moyenâgeux. Et là je vois il y a un panneau devant cette porte où il y a écrit « Le commandant Lamy est né dans cette maison ». Tout à fait. Vous m'avez beaucoup parlé du commandant Lamy depuis le début de cette visite. Je vais vous demander qui était-il finalement. J'imagine qu'il a un lien particulier avec Mougins. Effectivement, on pourrait même dire que c'est une autre célébrité emblématique de la ville de Mougins, puisque notamment il a beaucoup œuvré sur le continent africain. Il a notamment participé à la libération du Tchad. En son honneur, la capitale a même été nommée Fort Lamy avant de devenir N'Djamena en 1973. Puis il a également combattu au niveau de la bataille de Koussouri au Cameroun, où il est malheureusement décédé à l'âge de 42 ans. Mais Mougins en est fier et c'est pour ça qu'on le retrouve à plusieurs endroits. Un petit peu partout ici dans le village. Tout à fait. Là, on est revenu, je vois le clocher de l'église, du coup, on tourne en rond finalement. Effectivement, et c'est d'ailleurs le concept du village de Mougins, puisqu'il est construit en colimaçon. On aime bien l'appeler un peu un autre escargot. Et là, d'ailleurs, on se trouve devant ce bâtiment qui était juste à côté de l'église et qui était l'ancien presbytère. Et maintenant, depuis 2021, c'est donc notre centre de la photographie, notre deuxième musée municipal. Et là, j'aperçois une porte. Je pense qu'elle a une histoire, cette porte, Mathilde. Effectivement, encore une fois, je ne vais pas être très originale. Ça date du Moyen-Âge. C'était l'une des 4 portes fortifiées qui fermaient et protégeaient le village à l'époque. Et donc, c'est donc la dernière qui nous reste, la porte Sarrasine. Alors, pourquoi le nom Sarrasine? Alors, rien à voir avec les habitants et la population sarrasine. Cette porte, elle a été appelée Sarrasine de par son architecture. C'était un type de herse et de gonds, en fait. Donc voilà, là Aurélie, on se trouve devant notre 3e musée et le seul musée privé que nous avons à Mougins, le FAM, un musée entièrement dédié aux artistes femmes de l'impressionnisme à nos jours. Je vous propose d'aller le visiter avec Bérénice qui en parlera beaucoup mieux que moi.
Alors Aurélie, maintenant je vais vous laisser entre les meilleures mains de Bérénice qui va vous faire la présentation de ce musée femmes. Bonjour, et merci en tout cas Mathilde d'ailleurs pour cette visite dans le village de Mougins. Merci. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci. Bonjour Bérénice, on est donc dans ce musée qui a ouvert il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était en juin 2024 si je ne dis pas de bêtises. Absolument Aurélie, donc bienvenue aux femmes qui est le premier musée en dehors des États-Unis à avoir une collection permanente dédiée aux femmes artistes qui a donc été créée par le philanthrope et collectionneur britannique Christian Levitt et inauguré en juin 2024. Et donc nous présentons ici une centaine d'œuvres d'art par plus de 90 artistes femmes, donc venant du monde entier, sur des époques s'étalant de l'impressionnisme à nos jours. Voilà, on retrouve plusieurs styles finalement dans ce musée. Absolument. Donc, vous avez de l'art abstrait, de l'art figuratif, vous avez aussi différents mouvements comme l'impressionnisme, le surréalisme, l'abstraction expressionniste, et puis après de l'art beaucoup plus contemporain, comme par exemple certains artistes des Young British Artists qui a été particulièrement popularisé par Charles Saatchi dans les années 90 au UK. Bon, c'est un détail, mais voilà. Alors là, on est au dernier étage de ce musée. On est dans l'étage de l'art figuratif, c'est bien ça? Oui, absolument. C'est la galerie d'art figuratif. Donc toutes les œuvres ici ne sont pas répertoriées au sein d'un même mouvement, d'une même époque, mais vraiment d'un même genre, qui est l'art figuratif. Est-ce qu'il y a quelques œuvres justement qui sortent un petit peu de l'ordinaire peut-être ici à cet étage? Elles sortent toutes de l'ordinaire, mais c'est vrai qu'on peut par exemple parler de cette œuvre de Alice Neel, qui est donc une artiste américaine absolument fondamentale de l'époque d'après-guerre, qui a d'ailleurs évolué particulièrement dans l'entourage de Andy Warhol, et elle avait l'habitude de peindre ce qu'elle appelait les Humans of New York, donc c'était des personnalités de son entourage qu'elle connaissait, dont par exemple Jackie Curtis, qui était un drag queen qui avait pour habitude de performer sur les scènes new-yorkaises avec sa perruque, ses talons, ses fossiles, etc. etc. Et ici, on le voit dans une position de vulnérabilité. Et d'ailleurs, c'est ce que l'artiste a particulièrement transmis avec son style à elle. Et j'ajouterais même que c'est Jackie Curtis qui a inspiré la chanson de Lou Reed, Walking on the Wild Side. Ah oui. Beaucoup de tableaux ici, je vois qu'il y a des sculptures, il y a un petit peu tous les arts mélangés finalement. Absolument, une sculpture par exemple de Louise Bourgeois, artiste évidemment majeur du XXe siècle également. Là, on a une photographie de Shirin Neshat, donc artiste iranienne, qui est partie faire ses études aux États-Unis et alors qu'elle étudiait, la révolution en Iran a éclaté. Et donc quand elle a souhaité revenir dans son pays, en fait, elle ne pouvait pas revenir comme elle l'a quitté. À partir de ce moment-là, elle est toujours restée en tant qu'exilée. Et de New York, là où elle vit et où elle crée, elle a tenté vraiment de travailler énormément sur les femmes iraniennes, de se positionner non pas comme un juge, mais plutôt comme un témoin de ce qui se passait en Iran. Et puis au centre de cette pièce, c'est un corset. Absolument. Alors ça, c'est vraiment l'une des œuvres majeures du FAM, puisque c'est le corset de Frida Kahlo. Donc, comme beaucoup le savent, Frida Kahlo, c'est une artiste mexicaine qui a eu un accident de bus à ses 18 ans. Cet accident va l'empêcher de pouvoir avoir des enfants, mais va aussi la clouer, si je peux dire ça comme ça, dans un lit d'hôpital pendant de nombreux mois. Et elle avait pris pour habitude de faire accrocher des miroirs au plafond afin de pouvoir peindre sur ses corsets. Et donc ici, elle peint le bébé qu'elle ne pourra jamais avoir, ainsi que le symbole du communisme, parti politique dans lequel elle était particulièrement engagée. Et puis également la lune et le soleil, qui sont des symboles aussi très spirituels et puis de renouveau, puisqu'on passe toujours de la nuit au jour, du jour à la nuit, etc. C'est la polarité également. Et donc il faut savoir qu'il y a 3 corsets comme ça dans le monde. Donc 2 sont dans sa maison au Mexique et un ici du coup à Mougins. Voilà. Donc c'est particulièrement exceptionnel. C'est vraiment une œuvre totale, puisque, enfin pas une œuvre totale, mais c'est une œuvre vraiment spéciale, puisqu'il y a même son ADN qui est encore présent sur ce corset. Une dernière question, Bérénice, j'imagine, ces collections, elles ont vocation à évoluer, à changer. Il y a peut-être des acquisitions aussi. Alors tout à fait. Alors il faut savoir que 100% des œuvres que vous pouvez voir aux femmes sont détenues par le collectionneur et philanthrope
d'Europe, Christian Lévette, qui a l'une des collections de femmes artistes les plus importantes au monde. Aujourd'hui, on en a plus de 650 dans sa collection, 650 œuvres d'art de femmes uniquement. Et encore, il y en a plus, puisque comme vous le dites, il achète constamment toujours des artistes qui ont vraiment particulièrement contribué à l'histoire de l'art. Et ce qu'il faut aussi mentionner, c'est que nous avons un programme de prêt qui est assez conséquent, puisque nous prêtons dans les musées du monde entier. Et d'ailleurs, actuellement, 52 œuvres on va dire 52 œuvres de sa collection sont dans un prêt itinérant aux États-Unis et vont être exposées dans 6 musées différents de 2025 à 2027. Merci Bérénice, en tout cas, de nous avoir présenté ce musée femmes ici à Mougins. Merci. Merci à vous Aurélie. Hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. On l'a vu au cours de notre visite, l'art est bien présent ici dans le village de Mougins. On se trouve justement devant la rue des Orfèvres. Alors dans le temps, des artistes travaillaient l'or. De nos jours, eh bien, cette rue a toujours gardé son côté artistique puisqu'on retrouve de nombreux ateliers. On va d'ailleurs rejoindre tout de suite Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. Je vous dérange pas trop, je vois que vous êtes en train de peindre. Bien sûr que non. Alors présentez-nous un petit peu cet atelier. C'est un atelier, je crois, que vous partagez avec votre papa. C'est ça, c'est Carnet Galerie et on est tous les deux, on se partage l'atelier depuis 2 ans, mais lui ça fait 20 ans qu'il est ici, qu'il a ouvert la galerie. Alors je vois, il y a plein de couleurs ici. Comment vous qualifiez un petit peu votre art? Principalement du pop art, surtout, c'est comme ça qu'on appelle, très coloré. Comment vous en êtes venu finalement à faire ça? Bon, forcément, en voyant peut-être votre Oui, père. mon Expliquez-moi, papa. parlez-moi un petit peu de vous du coup. Quand je suis née, il me gardait dans l'atelier et c'est comme ça que j'ai commencé à la peinture. Donc très jeune. Voilà, lui il commençait à cette époque-là quand je suis née. Il a quitté son boulot pour devenir artiste peintre et donc il me gardait dans le berceau et il peignait à côté. Toujours ici à Mougins finalement? Non, de base on était dans le Var et puis après il a ouvert sa galerie. Alors là, vous êtes dans une rue en plus, une rue d'artistes finalement. Oui. J'imagine il y a une ambiance, une atmosphère peut-être un peu particulière. Oh, c'est génial de pouvoir parler avec d'autres artistes. Puis moi qui étais la plus jeune, quand je suis arrivée, c'est très motivant de voir des artistes qui sont là depuis 20, 30 ans, qui peignent, ça motive. Oui, forcément, vous trouvez peut-être encore plus l'inspiration en étant ici à Mougins? Oui, c'était génial. Même quand j'étais toute petite, je vendais déjà des cartes postales, je peignais déjà à l'époque et je les vendais devant la galerie. Donc c'est sûr que c'est toute une atmosphère qui est propice à la création en fait. Comment du coup vous qualifieriez votre art? Est-ce que c'est comme votre papa ou il y a quand même des différences? Ah, il y a quand même des différences. Je trouve que je suis plus expérimentale que lui. On va dire que Alors, je cherche c'est-à-dire encore ma patte, que j'aime beaucoup tester plein de choses, plein de styles, de mélanger des fois des styles qui n'ont rien à voir avec le pop art et de mettre du pop art dedans. Ça me plaît énormément et j'essaye plein de choses en fait. Au niveau des clients, comment ça se passe? Est-ce que ce sont des personnes du village? Il y a beaucoup d'étrangers aussi, de touristes ici à Mougins. En vrai, il y a de tout. C'est au coup de cœur. Ils rentrent et ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens du village, il y a des gens de toute la France, il y a des gens qui viennent de l'étranger. C'est vraiment de partout. Oui, parce que vous laissez toujours votre porte ouverte finalement. C'est ça. Les gens peuvent vous voir travailler toute la journée finalement. Et ils rentrent et c'est avec grand plaisir, on papote avec eux et souvent ils ont un coup de cœur ou... Alors ça fait que 2 ans, j'ai envie de dire, que vous êtes installé ici. J'aime bien poser cette question aux artistes. Vous voyez dans 5-10 ans, est-ce que vous voyez toujours ici à Mougins? Je pense que oui. Je pense que oui. Mais j'aime beaucoup, c'est chez moi. La galerie, c'est chez moi maintenant. Donc c'est vrai que je me vois toujours ici parce que je m'y sens bien. Et puis on trouve toujours l'inspiration ici à Mougins, c'est ça? C'est ça. Merci Pauline. Avec plaisir. Thank you.